Bonjour Philippe Comte, c'est la période des étrennes. Alors justement, nous allons étrenner une série d'interviews avec les personnalités UPR de la région. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Philippe? Bonjour Jacques et merci de cette interview. Alors, je m'appelle Philippe Comte, j'aurai 52 ans en 2018. Je suis chef d'entreprise, j'ai 2 enfants avec ma compagne et ma formation initiale était celle de l'école des hautes études en sciences sociales. Voilà, j'habite Tours maintenant depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et avant je vivais à Paris. Mais je suis très content de vivre désormais en province, à Tours, dans cette belle ville, car je considère que c'est un équilibre important entre, je dirais, le professionnel et le personnel, par rapport à la vie parisienne où on perd tellement de temps dans les transports et où il y a plein de bruit et de fureur. Vous êtes resté longtemps à Paris? 30 ans. 30 ans, mais j'y retourne aussi pour raisons professionnelles assez régulièrement. D'accord. Alors, vous étiez candidat aux élections législatives dans la circonscription de Tours, donc. Qu'est-ce que vous faites comme bilan de ces élections? Alors, j'ai 2 regrets et une satisfaction. Les 2 regrets, le premier regret, bien entendu, c'est le score, on ne peut plus modeste, on ne va pas le cacher, 0,7, il n'y a rien de glorieux, 0,7%, mais le principal regret, c'est le fait de ne pas avoir eu la possibilité de débattre avec les autres candidats, alors que je l'ai proposé quasiment à tous. Et les uns et les autres se sont défilés parce que j'ai tout simplement l'impression qu'ils craignent le débat devant les arguments de l'UPR. Donc là, finalement, vous avez essuyé les mêmes déboires que François Asselineau, quand lui non plus ne peut pas avoir, je dirais, d'opposants avec qui débattre. Tout à fait. Les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Alors, j'ai quand même une satisfaction. La satisfaction, c'est d'avoir pu, autour de moi, et grâce aux militants UPR qui se sont mobilisés sur les marchés, qui ont collé les affiches, etc., eh bien, il y a des gens maintenant qui, un peu comme François Asselineau d'ailleurs, disent « Ah ben oui, vos positions, on n'a pas voté pour vous, mais finalement, peut-être qu'on aurait dû, parce que vous étiez le seul à dire vraiment des choses importantes. » Et je crois qu'en effet, il y a actuellement un réveil d'une partie de la population française par rapport aux questions développées par l'UPR. D'accord. Alors, suite à ces élections, vous m'avez dit avoir été sollicité par des candidats d'autres partis, hein, et donc en vue des prochaines municipales. Certes, alors ce sont des approches qui sont parfois directes ou parfois indirectes, c'est-à-dire que j'ai des amis qui sont à France Insoumise et qui disent que beaucoup de nos positions pourraient permettre une action commune localement. Et puis, de manière plus directe, ces derniers temps, j'ai été approché par, à ma grande surprise, par un certain monsieur Plaza, qui est le responsable des patriotes, je mets entre guillemets patriotes, et qui dit que voilà, les positions sont très proches sur le Frexit. Bien entendu, on sait pourquoi, puisque M. Philippot a plagié l'ensemble du programme de l'UPR, et donc cette personne-là voulait aussi un rapprochement, et s'est targué, en plus, sur les médias, s'est targué d'avoir un accord avec l'UPR, ce qui est bien entendu complètement faux. Je n'ai nullement parlé d'accord, j'ai écouté ce qu'il avait à dire, ce M. Plaza, c'est quelqu'un qui a des positions parfois proches de l'UPR, parfois pas du tout. Et il faudra un moment, en effet, clarifier tout cela, mais pour l'instant, je dément tout accord avec les patriotes. Alors justement, quelle est la position de l'UPR concernant ces alliances? Est-ce que vous pouvez la clarifier justement par rapport à ces personnes-là qui viennent vous solliciter? Alors, nous sommes un parti de rassemblement. C'est-à-dire que les gens viennent de gauche, de droite, d'extrême gauche, voire anciennement d'extrême droite, tant qu'ils sont d'accord sur la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, on peut discuter, bien entendu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a pour cela des accords d'organisation. Nous discutons avec tout le monde, particulièrement avec les individus. Les organisations, c'est autre chose. Et, en effet, on peut
attendre peut-être de la part du Bureau national aussi quelques, non pas directives, mais de pouvoir nous éclairer quant aux positions locales. D'accord. Alors, l'UPR est un mouvement de rassemblement, donc comme vous l'avez dit, qui accueille des gens aussi bien de gauche que de droite. Mais depuis plusieurs décennies, sous la pulsion notamment des politiques ultralibérales de l'Union européenne, de la Commission de Bruxelles, le curseur de la société s'est complètement déplacé vers la droite. Alors finalement maintenant, c'est quoi être de droite ou de gauche ? Alors en effet, les notions de gauche et de droite qui sont nées à la Révolution française, puisque c'était à l'époque la gauche, c'était ceux qui refusaient le droit de veto au roi. Et la droite, c'était ceux qui admettaient que le roi ait le droit de veto. C'est l'origine du placement à l'Assemblée nationale entre la gauche et la droite. Tout au long du XIXe siècle, la gauche et la droite, ça va être sur un point de vue essentiellement d'anticléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, c'était le principe de la gauche. Et la droite, de son contraire, était pour un pouvoir de l'Église catholique en France. À l'intérieur même déjà de cette notion-là, il y avait des gens très différents à droite et très différents à gauche. On oublie, et c'est malheureux, de voir que, par exemple, Adolphe Thiers, qui était le fossoyeur de la Commune, était du centre-gauche. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, a peut-être une certaine résonance. Car quand on entend des gens se prétendre de gauche et participer à un gouvernement, Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron, on peut imaginer qu'il y a peut-être quand même un certain héritage de ce centre-gauche du XIXe siècle. Très bien. Alors, revenons à cette politique de l'Union européenne. Macron, l'industrie financière, les multinationales, les grands médias, tous défendent cet ultralibéraliste en prétextant qu'il est bénéfique pour les entreprises. Mais dans cette histoire, on entend rarement les chefs d'entreprise qui s'expriment. Alors vous êtes créateur, chef d'entreprise. Quelle est votre opinion sur cette politique et surtout ses soutiens ? Alors, tout d'abord, je tiens à dire qu'en tant que chef d'entreprise, je n'ai jamais embauché de salariés en pensant à l'assouplissement du Code du travail pour pouvoir le licencier. Ce qui a toujours motivé une embauche, c'est l'existence d'un marché. C'est l'existence de commandes. Et ce n'est pas en ayant une politique d'austérité et en ayant une politique de réduction de la demande que l'on pourra faire des embauches. C'est complètement faux. Et l'ensemble des PME pourront facilement, vous questionnez n'importe quel chef d'entreprise de PME, c'est ce qu'il vous répondra. Alors certes, il pouvait y avoir des aménagements à la marge, peut-être quelques petites modernisations sur tel ou tel délai, etc. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est la question de la demande. Et aujourd'hui, de pouvoir compresser la demande par une politique d'austérité, c'est cela qui aujourd'hui est mortifère pour les entreprises. Alors, on va parler des médias. Vous savez que l'UPR a des relations un petit peu difficiles avec les médias. Donc ces grands médias appartiennent tous à des groupes financiers, des milliardaires, et qui ont besoin de cet ultralibéralisme pour maximiser leurs profits, donc c'est ce qu'on dit. Peut-il y avoir dans ces conditions des journalistes indépendants et en tant que futur responsable, donc vous, quelle politique vous metteriez en place pour justement garantir une indépendance de la presse et des médias en particulier ? Alors, il est très difficile aujourd'hui pour des journalistes d'être indépendants parce que tout simplement, ils risquent leur place. Alors, il existe heureusement quelques exceptions, je pense à Pierre Péan, je pense à Denis Robert, mais ils ont été eux-mêmes, ils ont eu des problèmes, ils ont été blacklistés de nombreux médias et ils sont obligés de passer par le monde de l'édition, d'éditer des livres plutôt que d'avoir accès aux médias qu'on appelle du courant dominant mainstream. Donc, il existe heureusement des individualités encore indépendantes, précieuses. Mais l'ensemble du système médiatique aujourd'hui est en effet sous la domination des puissances de l'argent. Et ne serait-ce que pour pouvoir manger, on l'a vu avec l'affaire au Lancelin, qui a été débarquée du magazine parce qu'elle avait eu une position, je crois, par rapport à Nuit debout et par rapport à son compagnon qui
était très impliqué dans Nuit debout. Donc oui, il y a aujourd'hui un danger pour les journalistes. Alors, il faudrait en effet, je crois que ça a été proposé d'ailleurs par l'UPR comme par d'autres partis, une instance indépendante de la déontologie du journalisme qui permette de pouvoir réguler cela. Et puis bien entendu, dans le programme de l'UPR, il y a le retour au programme du Conseil national de la résistance qui interdit à des groupes financiers ou industriels de posséder des organes de presse. C'est bien entendu par là qu'il faudra en passer. Très bien. Alors, les médecins, ils ont leur serment d'Hippocrate, les journalistes ont leur charte de Munich. Donc, normalement, un journaliste qui accepte, je dirais, de ce métier, devrait se soumettre à cette charte de Munich. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même dans cette histoire. Alors, je ne veux pas jeter la pierre aux individus. Je pense que quand quelqu'un a un crédit à rembourser, quand quelqu'un a ou un loyer à payer, quand quelqu'un a des enfants à nourrir, et qu'il risque sa place en donnant tel éclairage sur tel fait, eh bien, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre d'être, pas hypocrite, mais un peu léger dans le traitement de telle ou telle information. C'est un système. Et moi, je ne jette pas la pierre aux journalistes individuellement. Mais par contre, le système, aujourd'hui, on peut dire, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Eh bien, il y a quelque chose de pourri dans l'organisation même du système médiatique français. Moi, je trouve quand même que ça manque un peu de courage, tout ça. Non, il y a des périodes de l'histoire où il faut quand même prendre ses responsabilités. On voit qu'il y a des soucis démocratiques en France, et ce souci démocratique, il vient essentiellement de la désinformation. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il y a quand même une prise de risque. Il faut savoir, si on se considère comme un journaliste, être capable finalement de dire non. Alors, entièrement d'accord dans l'idéal. Et j'ai cité d'ailleurs au début des gens comme Pierre Péan ou comme Denis Robert qui ont eu du courage et ont risqué. Et je crois que pour Denis Robert, il y a même eu de graves ennuis. Bon, mais c'est une minorité. Mais de toute façon, toujours dans l'histoire, c'est une minorité qui a du courage. C'est vrai. Et il y a toujours une masse de gens qui suivent après, ou qui ne suivent pas, ou qui trahissent. Ça existe, bien entendu. Ça fait partie, certains diront, de la nature humaine. Moi, je pense que ça fait plutôt partie des structures sociales. Alors, toujours à propos de ces journalistes, je crois aux ordres, donc ces journalistes aux ordres et sous influence, donc pas tous, donc ceux-là en particulier. Aux ordres ou à gage. Certains sont à gage. Vous avez une anecdote sur l'un d'entre eux qui accuse l'UPR d'être financé par la Russie. Alors lui, au moins, on peut dire qu'il n'a pas peur d'être traité de complotiste. Voilà, alors c'est pas tout à fait un journaliste, c'est un relais d'opinion. C'est quelqu'un qui est très influent sur le monde Internet, et particulièrement sur les questions de défense, car je m'intéresse aux questions de géopolitique et de défense. Et donc, je suis souvent les forums où l'on discute de cela. Et cette personne a un pseudonyme Abou Jafar. En fait, il s'agit c'est une notoriété publique, c'est un certain monsieur Yves Trottignon, et qui est un ancien membre de la DGSE. Donc, quelqu'un qui fait autorité, je dirais, de par son ancien métier, comme connaissant le dessous des cartes, etc. etc. Et ce monsieur, donc, lors de l'ouverture de la chaîne RT, Russia Today, il y avait différentes personnes qui avaient été invitées, dont François Asselineau. Et il a tweeté, chacun pourra le vérifier, comme quoi François Asselineau venait chercher des fonds auprès de la Russie, au moment où il était invité. Donc c'est une accusation grave, parce que c'est une accusation où là, en gros, de traîtrise, un peu, ça relaie ce qu'on entend aux États-Unis. C'est une accusation de traîtrise, c'est une accusation très grave. Et elle vient d'un ancien membre des services secrets. Donc, beaucoup de gens peuvent, de bonne foi, considérer que M. Trottignon a des informations là-dessus.
bien entendu, c'est faux. Donc j'espère que la justice tranchera. Donc là, c'est de la diffamation, donc la justice, a priori, devrait faire son travail. Alors, ce n'est pas à moi d'en décider, c'est au juge, mais cela me paraît être, en effet, quelque chose qui s'apparente à de la diffamation. Alors, oui, j'aimerais maintenant aborder avec vous votre passion. Donc vous êtes passionné d'histoire, comme François Asselineau d'ailleurs. Alors, d'où vient cette passion pour l'histoire et qu'est-ce qui vous passionne justement dans l'histoire? Alors, je pense que si l'on ne comprend pas le passé, on ne peut pas comprendre le présent. Et car beaucoup de choses s'expliquent de manière chronologique. On s'aperçoit aussi, alors certains ont dit que l'histoire se répétait la première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Oui, il y a des constantes. Il y a des constantes historiques, comme par exemple, la trahison des élites en France. Alors, j'aime pas trop le mot élite, parce que élite, aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas d'élite. Nous avons une petite caste cupide qui est au pouvoir, mais elle n'a aucune caractéristique de l'élite. Elle n'est ni culturellement supérieure, ni moralement supérieure, ce que pouvait représenter une certaine élite. Mais en tout cas, il y a en effet une trahison soit des clercs, soit aussi, surtout des milieux financiers et industriels qui préfèrent bien, une forme de société mondiale où les 1%, voire peut-être les 1 pour 1000, parce que 1% c'est même pas eux, c'est 1 pour 1000, voire 1 pour 10 000, gouvernent le reste de manière totalement antidémocratique. Et ça, c'est une constante dans l'histoire. Il y a en effet la lutte des possédants contre ceux qui ne possèdent rien. Oui, ça, on n'est pas prêt d'en sortir. Que pensez-vous de ce détournement du devoir de mémoire qui s'intéresse seulement aux conséquences, je dirais, des guerres et jamais aux causes? La véritable devoir de mémoire, justement, c'est de s'intéresser aux causes de ces guerres. Alors, on a l'impression qu'il ne faut jamais débattre des causes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est là aussi, il y a une volonté de pouvoir toujours déplorer, essayer de dire que le mal est parmi nous, alors qu'en effet, il y a des causes tout à fait réelles que l'on peut. J'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas un historien très 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 précis, mais j'aime beaucoup renvoyer aux conférences d'Henri Guillemin, qu'on trouve sur Internet, YouTube. Il a aussi écrit des livres très intéressants, qui expliquent parfaitement l'histoire du XIXe siècle. On retrouvera les mêmes causes qui produisent aujourd'hui les mêmes effets. Sur le devoir de mémoire, parce que le devoir de mémoire, c'est quelque chose qu'on associe, à juste titre, à la Shoah. Et il faut, bien entendu, se souvenir, mais il faut se souvenir de tout. Et je suis toujours surpris, par exemple, de la méconnaissance complète de l'existence du camp d'extermination de Jasenovac, qui était un camp croate. Un camp où de nombreux juifs et de nombreux serbes, et de nombreux roms, alors les chiffres sont toujours difficiles dans ce type d'affaires, mais il y a eu en tout cas plus de 100 000 morts, qui ont été volontairement exterminés sur ordre d'Ante Pavelić, eh bien, on n'en entend jamais parler. On n'en entend jamais parler parce que il ne faut pas parler des affaires yougoslaves. Toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire, comme l'écrivait Jacques Merlino. Eh bien, là aussi, on peut se poser la question, pourquoi ce devoir de mémoire est occulté sur les crimes croates? Il y a, là aussi, une volonté historique, puisqu'on sait que, par exemple, l'Allemagne a été le premier pays à reconnaître la Slovénie et la Croatie indépendantes au moment de la guerre de Yougoslavie, de vouloir présenter certains bons et certains méchants, et nier une part importante de l'histoire. Car c'est du négationnisme, il faut le dire.
Très bien. Alors, pour finir, que souhaitez-vous aux Français pour cette nouvelle année? Eh bien, ce que je souhaite aux Français et à la France pour cette nouvelle année, c'est de prendre conscience. Conscience des raies, RTS, le filet qui enserre, je dirais, non seulement l'économie française, mais peut-être encore bien pire, la pensée en France. Car il y a de plus en plus une volonté de pensée unique. On parle aujourd'hui maintenant de réduire l'espace de liberté sur Internet par rapport à la lutte contre les fake news, comme si les bobards n'étaient le fait que de gens mal intentionnés sur Internet, alors que nous en avons énormément aussi dans l'ensemble des médias du courant dominant. Eh bien, ce que je souhaite à la France, c'est de prendre conscience. Voilà. Que les Français prennent conscience que la soupe que l'on leur donne dans les médias ne leur donne vraiment qu'un côté biaisé de l'information. Qu'ils se renseignent. Et par cette connaissance, je dirais alternative, eh bien, ils pourront ainsi comprendre qu'il y a aujourd'hui une forme de nouvel esclavage qui est en train de se mettre en place. Ceci par, bien entendu, les règlements, les traités européens, nous le savons tous, mais aussi par une forme de pouvoir des néolibéral et aussi néoconservateur. Je ferai d'ailleurs, je pense cette année, une conférence sur les néoconservateurs, car là aussi il y a un glissement sémantique sur le mot. Certains vont présenter les néoconservateurs comme l'extrême droite catholique, Civitas, etc., alors que c'est bien autre chose. C'est une mouvance, un courant de pensée né aux États-Unis à la droite du Parti démocrate, qui après est allé migrer au Parti républicain, et qui est très présent en France aujourd'hui. Donc il est bon de savoir définir qui pense quoi, et aujourd'hui, il y a volontairement entretenu une forme de confusion. Eh bien, ce que je souhaite, c'est que cette confusion s'estompe et que la prise de conscience se fasse. Merci Philippe Comte. Merci Jacques. Et à très bientôt. À bientôt, j'espère.